De retour sur la chaîne Basket Session Reverse. Shai, petite nuit NBA, 5 matchs au programme. Je te propose qu'on attaque tout de suite avec la belle perf de Victor Wembanyama. Deuxième belle perf offensive de suite pour Victor, sauf que cette fois-ci, ça s'accompagne d'une victoire des Spurs, victoire 116-96 contre Sacramento. Et Victor, deuxième match de suite avec 6 paniers à 3 points inscrits, 34 points au total, 13 sur 22 au tir, 6 sur 12 à 3 points, 14 rebonds et 6 passes pour Victor Wembanyama. Ouais, il a fallu qu'on le. Je dis on, hein, je dis pas spécialement nous en particulier, hein. Enfin, je peux cibler Benjamin Moubèche en particulier, histoire de le mettre dans la sauce, mais depuis qu'on le titille un peu sur son adresse, sur ses choix de tir et tout, il commence à prendre un peu confiance à 3 points là. Deuxième match de suite avec 6 paniers à 3 points. Et même plus globalement, sa performance, elle a été bonne, moins de choses forcées. Ça s'accompagne aussi de la bonne prestation de ses coéquipiers, ça aide forcément. Mais là, 34 points, 14 rebonds, des passes, voilà, il en fait 6. Toujours ce niveau défensif très constant qui aide forcément. Et c'est ce genre de performance-là où il y a de l'agressivité, de la confiance que Wembanyama doit faire pour que les Spurs puissent être dans la zone, une zone pas trop éloignée du play-in, comme c'est le cas là, avec un bilan pas si loin que ça d'être à l'équilibre. J'ai bien aimé son match. Ouais, on sent qu'il monte en puissance, qu'il commence à y avoir de plus en plus de confiance dans son jeu. Enfin, il y a toujours beaucoup de confiance, on le dit, dans sa prise de tir. Je trouve aussi qu'il y a un peu plus j'en parlais déjà, c'était contre contre le Jazz, mais de réception tir. Même des fois, voilà, ça peut être très loin du cercle, mais il est dans le rythme. Il y a des joueurs qui préfèrent shooter en sortie de dribble. Il y a des joueurs qui préfèrent shooter après réception. Je pense que Wembanyama fait pour l'instant partie de cette catégorie. En tout cas, c'est pour l'instant plus facile pour lui, sachant qu'il a une bonne mécanique. Il a une mécanique fluide quand même pour un joueur de sa taille. C'est quand même assez impressionnant la manière dont sa gestuelle est vraiment bonne et intéressante. Et ouais, du coup, 6 paniers à 3 points, ça débloque le reste de son jeu. Après, les Kings, on sait, c'est une équipe qui a du mal à défendre et qui, pour le coup, n'a pas vraiment de profil pour défendre sur Wembanyama. Contrairement à d'autres équipes, je disais notamment cette espèce d'ailier puissant, très robuste, il n'y a pas ça du côté de Sacramento. Et du coup, là, Wembanyama, il se régale, quoi. Et c'est intéressant de voir qu'il monte en puissance. 6 autres joueurs des Spurs, quand même, qui ont mis 10 points ou plus. Il y en a 10 pour Stephen Castle, qui fait aussi 6 passes. 11 points pour Keldon Johnson. 12 points pour Chris Paul, avec aussi 11 passes décisives. Bref, belle victoire pour San Antonio. J'aime bien ce qu'apporte. On n'en parle jamais, hein, mais puisque là, il a du temps de jeu, forcément. Mais j'aime bien ce qu'apporte Champagny aussi. Je trouve on n'en parle pas parce que c'est pas un joueur très, très référencé, mais il y a un bon apport. Et là, globalement, quand les autres joueurs autour sont, ce que je disais tout à l'heure, hein, sont un peu productifs, sont bien dans le jeu, là, défensivement, les Spurs ont été bons. Ils ont quand même limité les Kings sous les 100 points. C'est quand même plutôt une équipe offensive, Sacramento. Et ils les ont limités sous les 100 points avec des bonnes perfs défensives aussi de Stephen Castle, qui offensivement se cherche un peu parfois, mais qui est globalement toujours très très bon déjà en défense. Ouais, il monte en puissance aussi en attaque au final. Les Spurs commencent à, de toute façon, l'équipe, je pense, se met un peu en route. Après, voilà, c'est que le début. Il faut voir sur la durée, il faut voir s'il y a de la régularité, etc. pour San Antonio. Victoire du Thunder contre les Clippers, 134-128. 45 points de chez Gilgeous-Alexander. C'est son record en carrière. Ça peut sembler presque surprenant dans le sens où aujourd'hui il y a de plus en plus de cartons et Shea est un des meilleurs joueurs de la ligue depuis 3 ou 4 ans, depuis 3 ans peut-être, et de se dire que voilà, 45 points c'est son record en carrière. C'est vrai qu'il a rarement besoin de forcer, il est souvent très efficace, ça a été le cas cette nuit. Ce qui est intéressant, c'est qu'OKC est normalement une très grosse équipe défensive. En ce moment il n'y a pas de Chet Holmgren, on a changé de style de jeu, ils ont joué super vite, ils ont énormément agressé le cercle, chez Gilgeous-Alexander particulièrement, notamment à 15 sur 16 au lancer, il y a 22 sur 23 au lancer pour le Thunder. Et du coup, voilà, nouvelle victoire d'OKC, c'est la 9e en 11 matchs. Est-ce que tu as vu la composition du 5? Parce qu'il y a le small ball et il y a le micro ball de Marc Daigneault. Il fait Shai Gilgeous-Alexander, Dort, Wiggins, Isaiah Joe et Jalen Williams. Il n'y a aucun joueur à 2 mètres. Ouais. Les Clippers n'en ont pas profité. Ils ont C'est essayé un peu avec Zubac au début. C'est Shai le plus grand, ouais. Il y a Zubac, ils ont essayé de jouer un peu sur Zubac au début, mais ça n'a pas suffi. D'autres équipes en profiteront, à mon avis, hein, avec encore plus accès vers l'intérieur. Mais là, ça a très très bien tourné. Et oui, bon, là, pour le coup, c'est mieux si Shai fait un match comme ça en attendant que Chet Holmgren, mais aussi Hartenstein reviennent. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer comme ça, s'ils trouveront d'autres solutions. Sur le banc, il n'y a pas vraiment de grands joueurs, à part Ousmane Dieng, peut-être, qui est presque un big man de fortune, qui a joué 9 ou 10 minutes.
C'est bon. Moi, je me demandais comment ils allaient réagir après la blessure d'Holmgren, même juste tactiquement, et ils ont trouvé une solution, donc c'est très bien pour eux. Ouais, et puis pour Rocher, il y avait un peu ce côté, peut-être pas envie de se venger, mais il joue contre son ancienne équipe. Et 2, il sortait d'un match un peu décevant avec une défaite d'OKC. Donc voilà, il y avait volonté peut-être pas de se venger, mais de rebondir. Et puis en même temps, c'est toujours, fait toujours plaisir. Ça lui fait toujours plaisir de cartonner les Clippers. Donc ça a donné les 45 points de chez. En plus, la situation l'exigeait. Il y a aussi 28 points, 8 rebonds, 6 passes de Jalen Williams à 11 sur 16 au tir au passage. Ousmane Dieng a joué que 9 minutes, 3 points. J'espérais qu'il allait jouer un peu plus du fait de l'absence de Chet, mais pour l'instant pas totalement. Mais bon. Je pense qu'il va jouer. Hein. Son temps de jeu va peut-être un peu augmenter. Ça va dépendre des matchs. Ça dépend des matchs et du profil des équipes adverses. Mais moi, je pense qu'on va le voir. Je pense vraiment qu'on va le voir. Ouais, j'espère aussi. J'espère pour lui. Écoute, on peut continuer avec la 12e victoire de Switchai des Cavaliers, 12-0 pour commencer la saison. Cleveland a battu Chicago 119-113. 36 points de Donovan Mitchell, c'est lui qui a pris les choses en main sur ce match. On sait que ça alterne, mais c'est pas que lui d'ailleurs. Il y a le banc aussi qui a beaucoup contribué. 12 points de Ty Jerome, 12 points de Caris LeVert, 12 points de George Niang. Dans le troisième quart-temps, les Bulls menaient de 9 points, puis Cleveland a accéléré, un peu comme dans le match contre Brooklyn. On sent une équipe, on sent qu'on est sur une série. Du coup, il y a des moments où c'est un peu, tu sais, c'est les équipes qui gagnent plusieurs matchs de suite. Tu sais, il y a un peu ce moment où il y a même la tension qui monte de quand la série va s'arrêter. Et ça crée des matchs où tu te retrouves, même contre des équipes un peu plus faibles, à des fois être mené, courir au score. Mais Cleveland a encore trouvé la solution. Ouais, la série s'arrêtera, de toute façon, c'est pas la question. Mais c'est bien de voir les ressources qu'ils sont capables de trouver. Soit dans des matchs où c'est plus simple pour eux, où Garland ou Mitchell font des bonnes perfs. Soit quand là dans le troisième quart-temps, c'est vraiment quand il a fait confiance au trio que tu évoquais, là, aux remplaçants, qui sont pas. On les identifie pas forcément, à part Caris LeVert, peut-être, qui est vraiment qui est une bouillotte offensive quand il rentre souvent. Ty Jerome et George Niang, Jerome est excellent depuis le début de la saison. Ty Jerome, voilà, c'est une belle surprise. Et c'est quand ces trois-là étaient sur le terrain que Cleveland a renversé la situation et après pu gérer la fin de match. Mais après, et encore, je dis ça, mais il y a quand même à la fin, tu as Darius Garland qui met encore un panier important. C'est une équipe qui, pour l'instant, qui a tout, c'est-à-dire qu'il y a tous les joueurs sont impliqués. Il y a pas, ça dépend pas que d'une seule personne. Ça a été quand même le cas avec Mitchell pendant quelques temps. Là, les voir tous impliqués à différentes périodes du match, selon les matchs. Selon les différents matchs, Evan Mobley il a fini en double-double, mais il est aussi important. Tu as raison, il y a des trucs, quand tu surfes sur une dynamique de victoire, il y a de la confiance et il y a un coach qui trouve des solutions. Et ça fait 12-0, je crois c'est la 8e équipe seulement dans l'histoire de la NBA qui a réussi à commencer par un 12-0. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est le meilleur, évidemment, du coup, le meilleur départ de l'histoire de la franchise. Et on peut commencer. Alors, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais on peut se dire quelle sera l'équipe qui va réussir à les stopper. Je crois que là, ça y est, là, je l'ai, mais il y a un déplacement à Philadelphie, ça rejoue les Bulls, il y a les Hornets encore à domicile. Après, il y a à Boston, donc peut-être là, les 3 prochains sont gagnables, même si Joel Embiid va peut être revenir. intéressant avec Embiid. Ouais, si Embiid revient, ça peut être plus compliqué, mais s'il passe Philly, derrière les Bulls et les Hornets à domicile, c'est faisable, et après, c'est Boston à Boston. Moi, je miserais un peu là-dessus, sur ce moment-là, peut-être pour la fin de la série. Ouais, moi, Philly, attention, si Embiid, Philly, peut y avoir la volonté pour les Sixers de vraiment se relancer, de marquer le coup, ça peut être un petit match intéressant, puis ça va surprendre tout le monde. Ah, les Sixers sont-ils relancés? Tu vois, on connaît déjà la chanson. Il y a un truc que nous soulignait Théo qui était intéressant en off, c'est la manière aussi dont Kenny Atkinson n'hésite pas à utiliser Evan Mobley balle en main, notamment à le faire remonter la balle, à le faire mettre des choses en place. Alors j'ai pas énormément vu les Cavs pour l'instant, mais il y a quand même des choses qui m'ont plu. C'était dans la circulation de balle. J'avais trouvé aussi que ça bougeait plus la balle en attaque. Et c'est de toute façon l'une des meilleures. Je crois que là actuellement, alors ça veut rien dire entre guillemets, mais si la saison s'arrêtait aujourd'hui, les Cavs auraient fait la 2e meilleure performance de toute l'histoire en attaque, derrière les Celtics de l'an dernier. Après, c'est un record qui est battu chaque saison. C'est le net rating offensif, le rating offensif qui est battu chaque saison. Les équipes sont toujours de plus en plus efficaces. Du coup, là, à part les Celtics de l'an dernier, personne n'a fait mieux. Bon, il y a évidemment que 12 matchs, mais voilà, les Cavs sont méga efficaces en attaque, sachant qu'on sait que c'est une équipe qui est capable de bien défendre parce qu'elle a Mobley, parce qu'elle a Jarrett Allen, parce qu'il y a Isaac Okoro, etc. Donc,
c'est vraiment très intéressant ce qui se passe du côté de Ouais. Cleveland. Mobley, on l'avait dit en début de saison aussi, et dès la première conf d'Atkinson, où il insistait sur le rôle qu'il espérait lui donner, sur son développement, c'est la clé du changement, c'est la grosse différence, je trouve. Même si, à nouveau, ça se traduit pas énormément statistiquement, il n'est pas passé à 30 points par match, mais il est responsabilisé, il est vraiment impliqué sur les séquences. Tu parlais de la circulation, et rien que ça, avoir un joueur plus impliqué qui se sent pas juste là pour défendre, déjà ça fait une différence énorme. Mais son évolution est cool. Et là, si Cleveland, d'ici au mois de février, continue d'être l'une des meilleures équipes, il va y avoir du All-Star du côté des Cavs, et peut-être Evan Mobley. Yes. Allez, le dernier match de la soirée, c'était la victoire de Brooklyn contre New Orleans, 107-105. Belle victoire des Nets avec une marque bien répartie, 7 joueurs à 10 points ou plus, 17 pour Cam Thomas qui a notamment mis 10 points en toute fin de match avec aussi le panier. C'est son carton. Panier décisif, voilà, c'est ça. Le quatrième, c'est son carton. C'est le moment où il a décidé de prendre les choses en main. Ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, tu vois, il n'y a aucun joueur qui a beaucoup shooté. Ben Simmons, il finit avec 12 passes décisives en 22 minutes. Il en a distribué 10 très rapidement. Non, de toute façon, on l'a déjà dit, les Nets, ça joue bien avec Jordi Fernandez. Et par contre, les Pelicans, c'est une équipe complètement massacrée des Pelicans. Il y a 24 points de Brandon Ingram et 17 points, 11 rebonds du rookie Yves Missi. Les Pelicans, 3 victoires et 8 défaites pour l'instant. Ouais, c'est trop compliqué. Ils sont trop déplumés. On ne sait pas quand les uns et les autres vont revenir. Et à l'Ouest, t'as pas le temps, malheureusement. J'allais dire, à l'Est, tu peux te permettre d'avoir une période difficile, mais là, c'est trop compliqué. Tu parlais d'Yves Missi, c'est une des satisfactions. À chaque fois qu'il joue, et là maintenant dans le 5, c'est toujours très bon et assez productif. Mais pour le reste, tu vois, même Brandon Ingram met 24 points, mais en deuxième mi-temps, je sais pas le souvenir qu'il ait mis un panier dans le match en deuxième mi-temps. Moi, c'est une équipe que j'aime bien, donc ça m'attriste. J'aime bien les regarder aussi. J'attendais l'évolution de Trey Murphy, par exemple, mais là non plus, il a pas bien shooté. C'est trop juste. Et à côté de ça, tu as une équipe de Brooklyn qui, là aussi, on l'a dit souvent, hyper plaisante à voir jouer, qui partage bien la balle. Et dans le quatrième quart-temps, il y a l'espèce de chauffage ambulant. Cam Thomas, c'est vraiment, tu vois, il est très très discret pendant tout le match, et là il colle 3 à 4 paniers à 3 points avec une confiance un peu irrationnelle. Donc c'est toujours cool à suivre Brooklyn. Et pour les Pelicans, je sais pas ce qui peut faire que ça s'arrange, à part des retours de blessure, mais qui reviennent dans quoi, 2-3 semaines. Zion, on n'en a aucune idée à proprement parler. C'est des petites blessures ponctuelles. Je sais pas. J'aurais aimé y croire encore un peu, mais là c'est tôt dans la saison, mais c'est difficile de. T'as dit 3 semaines pour Zion, pardon? Non, je sais pas justement. J'allais y venir. J'allais dire Zion, justement, on ne sait pas. Ouais. On sait pas, et c'est durée indéterminée pour l'instant. Donc ça peut prendre plusieurs semaines. Il y a CJ McCollum, il y a des jeunes Murray. Trey Murphy, tu l'as dit, effectivement, il a été maladroit, mais il revient de blessure. Jones, il est blessé. Je vais même te dire, si là, le staff médical des Pélicans apprend que Zion Williamson, il est out pour longtemps, je suis New Orleans, je suis avant-dernier pour l'instant de la conférence Ouest, je suis à 3-8. Tous mes cadres ne sont pas là. Je vais te dire très sincèrement, je commence franchement à réfléchir, à me dire, est-ce que Cooper Flag, ça m'intéresse? Parce que au final, oui, l'an prochain, j'aurai toujours Zion. Donc au pire, j'aurai Zion, enfin au mieux, pardon. Imaginons, je gagne le gros lot, je tank, je dégage même Ingram, c'est pas grave, tu vois, je veux être sûr d'être dans le bas-fond, et ça tombe bien, j'ai récupéré Cooper Flag ou une autre des superstars potentielles de la prochaine draft. Je récupère Zion. Mon meilleur scénario, c'est j'ai Zion, Cooper Flag. J'ai 2 franchise players potentiels. J'ai 2 mecs qui sont censés assurer l'avenir de la franchise. Scénario plus réaliste, j'ai Cooper Flag, Zion. Mais par contre, Zion, je ne sais toujours pas quoi en faire. Mais ça me stresse moins. J'ai Cooper Flag. Je sais que je vais entamer ma reconstruction. Sachant que les Pelicans ont en plus plein de pics. Donc moi, franchement, je suis New Orleans. Je commence sincèrement à y réfléchir parce que là, l'équipe, elle va être moche pendant plusieurs semaines. Tu es à l'Ouest. À l'Ouest, le temps perdu, ça ne se rattrape pas. 3-8, tu es avant-dernier, c'est compliqué. Même Portland est devant. Et Brandon Ingram, le problème, c'est qu'il est en fin de contrat. Donc, il ne faut pas trop tarder à prendre de décision, parce que si tu veux en retirer quelque chose, en tout cas, je ne sais pas quelle est sa valeur sur le marché aujourd'hui, parce que ça a quand même beaucoup baissé, mais il faut le faire rapidement. Donc, la décision, il faut qu'elle intervienne assez vite sur est-ce qu'on passe en mode full tanking ou pas. Après, il y a des franchises qui acceptent de perdre des joueurs de ce calibre-là en fin de contrat, mais ce serait un peu dommage de ne pas récupérer quelques pics, surtout si le projet c'est de reconstruire via la draft. Mais c'est un peu déprimant. Je suis pas très serein pour Willie Green non plus, qui est un coach que j'aime bien pourtant, mais au bout d'un moment, c'est toujours le coach qui paye les pots cassés.
Et là, le staff médical, je sais pas, on n'est pas dans la franchise, donc on sait pas ce qui fonctionne, on n'est pas des spécialistes de la santé, de la préparation, mais au bout d'un moment, quand il y a autant de problèmes, les Lakers avaient eu ce problème-là pendant 1 ou 2 saisons, et ils avaient fini par changer totalement le staff médical, et ça va mieux depuis, coïncidence ou non, mais Anthony Davis, c'est des petites blessures en match, mais c'est pas des trucs, c'est des trucs différents à chaque fois. Ils ont quand même moins de blessures, tu vois, là, LeBron arrive à enchaîner les matchs aussi. Au bout d'un moment, il faut regarder ce qui peut ne pas aller, et là, c'est pas 2-3 blessures ici et là, c'est tous les c'est joueurs qui tous sont les blessés. joueurs. Il y a une part de poisse, c'est sûr, mais bon, faut que quelque chose change, c'est dommage. Et les Pelicans, malheureusement aussi, ils se font une réputation de franchise pas très fiable et pas très stable. Tony Allen avait dit récemment que c'était la pire organisation de la ligue. Voilà. Théo nous souffle dans l'oreille qu'ils ont leur pic plus un autre pic. C'est le pic de qui Normalement, ils le pic des Bucks aussi. Je me demande s'ils n'ont pas certains des Lakers ou à venir. Je ne sais plus s'il en reste encore des Lakers, peut-être 2026. Je ne suis pas sûr là. J'ai un doute parce que je sais que les Lakers, quoique je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Mais oui, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont leur pic. Et à un moment, je ne pense pas qu'ils aient transféré leur pic pour des choses Temeray, je me souviens. Non, je crois pas. Ouais, ils ont leur pic. Donc à un moment, voilà, et même piocher si dans le c'est top pas 3, ça peut être le moment. C'est ce que j'allais dire, même si c'est pas Cooper Flag, la draft est quand même annoncée assez forte. Donc, à bout d'un moment, il faudra peut-être y songer. C'est toujours décevant quand tu as des noyaux d'équipes comme ça qui sont hyper prometteurs, avec des joueurs pas vieux, hein, à part McCollum qui a quand même un peu de bouteille. Le reste, tous les joueurs qu'on a évoqués, même Zion, c'est encore jeune. Tu te dis juste si les planètes s'alignent et qu'ils peuvent jouer ensemble, ça va, mais le problème, c'est qu'elles s'alignent jamais. Et c'est un peu décevant, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Ce soir, Shai, début de la NBA Cup. Il reste un match qu'on a oublié. J'en oublie. Ah, bah oui, ouais, ok, oui, bien sûr, pardon. Mais c'était le match le moins intéressant de la soirée, sans faire offense. Mais c'est vrai, ça, c'est pas une excuse pour l'oublier. Effectivement, les Rockets ont battu les Wizards 107-92. Ce qui est intéressant du côté d'Houston, c'est que ça continue à être solide, et notamment contre les équipes a priori plus faibles. 27 points, 17 rebonds d'Alperen Sengun, 18 points de Jalen Green, il y a 13 points d'Amen Thompson. Il y a plusieurs joueurs qui contribuent. Du côté, je vais donner les stats des Français quand même, 10 points, 4 rebonds pour Bilal Koulibaly et 5 points, 6 rebonds, 2 contre pour Alex Sarr. Ouais, Sengun sur ces matchs-là, il fait 2 matchs de suite à 27 points. Il est vraiment... là, il est trop au-dessus, en fait. C'est trop compliqué à défendre pour des équipes jeunes comme ça, comme Washington. Et première action, il va claquer un dunk, et tout de suite, il a donné le ton. Voilà, il fait un bon début de saison, 17 points, 11 rebonds. Il a pris un peu de muscle, c'est ce qu'avait dit Ime Udoka pendant l'intersaison. Et du coup, ça profite aux Rockets. Qu'est-ce qu'ils ont comme bilan, les Rockets, là? Ils sont pas trop mal. 7-4. 7-4, ouais. Bon, quand même plutôt bon début de saison pour Houston, qui du coup est dans le top 6. Moi, j'aime assez bien leur début de saison. Ouais, non, moi aussi, je pense que c'est une équipe qui, du coup, est en train de, mine de rien, faire un peu mieux que ce que je pensais, je te l'avoue. Notamment, je pense que Houston, la clé, c'est si tu arrives à battre les équipes moins fortes que toi et que tu arrives à résister contre ou à gêner les gros, en fait, tu es tout de suite en position pour jouer le play-in, tu vois. Et c'est vrai que les Rockets, pour l'instant, c'est à peu près ça, même si voilà, il y a 7-4. Je pense avec 7-4, ils sont combien? Attends, je vais regarder combien ils sont à l'ouest. 4 ou 5, non? 5e, effectivement. Ouais. Et j'avais vu passer ce truc sur Twitter, tu as peut-être vu passer. À l'est, il n'y a que 2 équipes qui ont un bilan positif. Ouais, puisque les Pacers sont à bilan égal. Ouais, il n'y a que 2 équipes, les Cavaliers et les Celtics. Toutes les équipes de l'Est, à part les Pacers du coup qui sont à bilan neutre, elles ont toutes un bilan négatif. Ouais, on va dire que c'est ouvert. Ça va quand même bientôt changer, je pense, parce que... Ah oui, je pense aussi, mais heureusement. Logiquement, les Bucks ouais, bien sûr. Les Bucks et les Sixers, je pense qu'au bout d'un moment, ça va revenir. Les Knicks, même s'ils ont quelques petits soucis... Tu nous as envoyé ce matin dans le fil de news les stats défensifs cette stat. Ouais, si tu l'as, de Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, quand il défend sur son vis-à-vis dans la zone la plus proche du cercle, bon après il faut se méfier toujours de ses stats, mais quand même, celle-là, elle est quand même assez parlante. Donc il a défendu 35 tirs près du cercle. Ses adversaires ont marqué 32 fois. Ça fait 91%. C'est insane. C'est absolument insane. Mais franchement, on le voit souvent en commentaire. Je vais du coup reprendre les commentaires de ce qu'on peut dire sur YouTube parce que je trouve que c'est des avis pertinents, mais c'est quelque chose qu'on a déjà souligné. Ton axe 1-5, tes 2 meilleurs joueurs, c'est 2 mauvais défenseurs.
Bronson 4. Ou c'est 2 joueurs qui vont être ciblés. 2 joueurs exploitables, ouais. 2 joueurs exploitables. C'est un mauvais défenseur et un mauvais terme. 2 joueurs qui vont être ciblés, 2 joueurs exploitables. Je pense que tu as le meilleur terme. Après, voilà, en attaque, par contre, ils vont te faire du boulot, tu vois. En attaque, ils vont te rendre les points. Mais ça, après. Et puis aussi, l'autre chose, c'est que de toute façon, il y a 3 gros défenseurs autour, tu vois. Tu as des mecs polyvalents, les Anunoby, les Hart, et Bridges. Mais Thibodeau, il va falloir être inventif parce que tu sais que c'est l'axe 1-5, c'est l'axe parfait de pick and roll. Il va falloir être inventif pour toujours essayer de cacher Bronson. Ouais, parce que tu vois, on pourrait se dire les 2 meilleurs joueurs des Mavs sont des défenseurs exploitables et souvent exploités par le passé. Et vu qu'autour ça défendait bien et qu'eux-mêmes ils ont élevé leur niveau d'effort quand il fallait, l'année dernière ils sont allés jusqu'en finale NBA. Mais c'est pas l'axe 1-5, je suis d'accord avec toi. Et Bronson et Kat, en tout cas pour l'instant, ouais, ils prennent beaucoup de points. C'est pareil. À chaque fois, je balance des trucs, mais j'ai pas la stat sous les yeux. Mais au niveau défensif, comparé à l'an dernier, c'est pas incroyable les Knicks, je pense là. Même sur le nombre de points. Au nombre de points encaissés, c'est correct, ouais. Mais non, parce qu'en fait, faut pas prendre le point encaissé, faut prendre le point par 100 possessions. Et en net rating et en defensive rating, ils sont 21e en NBA. Ah oui, ouais, c'est pas du tout. Je crois que je l'avais donné dans le dernier CQF. Ouais. Dans le top. Après, voilà, c'est le début de la saison, c'est quelque chose qui se régule. L'an dernier, les Knicks étaient mieux. Là, sur la saison régulière, j'étais persuadé qu'ils avaient été mauvais parce qu'ils avaient été mauvais en playoff. Et je sais pas pourquoi, j'avais un souvenir où pour moi, mais c'est vrai qu'il y a eu le pass. En fait, l'an dernier, c'est pas ça. L'an dernier, ils ont été excellents sur le passage avec Anunoby. Et c'est vrai qu'il y avait une défense où là, la défense des Knicks était excellente au début d'Anunoby. Et autour de ce passage-là, c'était, on va dire, correct. J'imagine, parce qu'ils ont quand même terminé 9e défense de la Ligue. Donc, ça devait quand même pas être si mauvais. Mais ce passage-là, il devait être dans les 2-3 meilleures équipes défensives. Il faut prendre avec des pincettes ce que je dis là, je le reconnais moi-même. Mais en playoff, c'était une des plus mauvaises défenses. Même si pour le coup, il y avait plein de blessés. Donc, ça s'explique. Et là, effectivement, sur le début de saison, ça commence pas très bien. Mais bon, même moi, je veux pas être là à blâmer, parce que quelque part, tu as un équilibre à trouver aussi. Ça fait 10 matchs ensemble. Et tu n'as ni Mitchell Robinson, ni Precious Achiuwa qui devait être remplaçant derrière. Donc bon, il y a une pression. Du coup, il y a aussi une pression sur Kat qui est pas simple peut-être pas simple à gérer non plus. Donc je ne pourrais pas tout de suite l'enfoncer. On sait que c'est pas un défenseur d'exception de toute façon, particulièrement en playoff, mais. Ouais, t'as raison, il y a une formule à trouver. Et les pauvres Knicks ont pris une balle perdue alors qu'ils n'ont même pas joué cette nuit. Mais ouais, je pense qu'ils vont quand même repasser dans le positif et qu'ils vont trouver quelque chose. Mais il faudrait que, soit via un recrutement, soit avec le retour des blessés, il y a un peu de monde qui arrive. Parce que 4 tout seul, Jericho Sims, je ne sais pas s'il a le niveau pour être un backup d'une top équipe de l'Est en NBA. Faudra voir. C'est pas simple. Une équipe de Thibodeau qui est en difficulté défensivement, ça fait un peu, c'est un peu paradoxal. Ouais, mais moi je pense que ça va. Honnêtement, pour les Knicks, je suis pas si inquiet pour la saison. Non. Je pense sincèrement que ça va se réguler, que ça va se réguler. Je pense pas non plus que ça va être là. Tu vois, je me dis Cleveland-Boston, les 2 premières places, c'est terrible. Ça peut sembler tellement culture de l'instant de dire ça, mais je me dis c'est presque lock. Et je pense que c'était à New York, mais il y a une espèce de prédiction que j'ai tenté, un truc un peu bold. Je crois que c'était avant le coup d'envoi de la saison. Je suis quasiment sûr que c'était avant le coup d'envoi de la saison. J'avais dit que Cleveland va gagner la NBA Cup. Je pense qu'il y a toujours. J'aurais dû mettre un petit biais là-dessus quand même. Je veux pas encourager tout le monde à parier, loin de là, au contraire, mais. Bon, après, tu me diras, ça ne veut rien dire. Il n'y a rien qui aujourd'hui que de garantir ou même qui peut laisser penser que Cleveland va gagner la NBA Cup. Mais j'aime bien cette idée. Et regarde, transition parfaite, mais parfaitement involontaire. La NBA Cup, ça commence ce soir, Charles. Ah bah voilà. Je vais donner les affiches. Purement involontaire. Charlotte rencontrera Orlando, 2 équipes qui ont pas mal de blessés, notamment le Magic. Ça sera Orlando. Miami jouera Detroit. Pas encore le retour d'Ozar Thompson, mais ça devrait pas tarder. Ozar Thompson, il a enfin été cleared pour jouer. Ozar Thompson, caillot sanguin quand même, donc bien relou. Ça fait depuis mars qu'il n'a pas joué. Il faut qu'il se remette en condition. Miami risque d'être sans Butler, j'imagine. Atlanta, donc avec mon gars Zachary Rizaché, va jouer contre Boston. Ça, c'est un match qui va m'intéresser. Il est à 1h du matin. On est mardi, on va faire une late session. C'est possible qu'à 1h du matin, je regarde un peu Atlanta-Boston. New York jouera Philly. C'est peut-être la grosse affiche de la soirée parce que je crois qu'on a Embiid qui revient. En tout cas, il sera plus suspendu pour l'altercation avec le journaliste. Il est censé être apte. Après, est-ce que c'est le match qu'ils vont choisir pour le faire revenir? Je ne sais pas. Mais c'est en tout cas, c'était prévu comme ça.
Yes, à 2h, il y aura Toronto contre Milwaukee. Ensuite, Phoenix contre Utah, Minnesota, Portland et Dallas Golden State avec le retour de Klay Thompson Yeah. à San Francisco. Donc ça nous promet un moment plein d'émotions. C'est pas par hasard qu'ils ont foutu ça en mode NBA Cup, qui s'appelle maintenant la Emirates NBA Cup. Voilà. Fallait bien sponsoriser pour prendre un billet. Petit coup de promo pour Fly Emirates. Ouais, écoute, on va s'arrêter là-dessus, Shai. On se retrouve cet après-midi. Il y aura un podcast, le podcast qu'on n'a pas fait hier. On fera un podcast avec Théo. Je peux même vous l'annoncer dès maintenant. Ce podcast, ce sera un autre ce à quoi il fallait répondre parce que vous avez vraiment envoyé beaucoup de questions. Donc voilà, je tue le suspense. Je pense que c'est un format que vous aimez bien. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus. Ah bah non, comment ça, il n'y a pas un thème? Vous inquiétez pas, lundi prochain, on réattaquera avec les podcasts à thème. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée, ciao.